lance, mais tu vois, je lance, c'est comme ça pour se mettre à l'aise. Tranquille. On est sur la pelouse, à l'ombre. Il y a un peu de vent, mais normalement ça ne devrait pas s'entendre dans le micro. Et on est dans les entretiens avec les auteurs de Étrange Grande qui sont venus. T'es du coin Presque, Christian je suis de Nancy. Donc Denis Christian Gérard de C'est Nancy, presque. Presque, il y a quand même une bonne heure et quart. Hein. Une Ouais, heure et c'est ça. quart en train. Et donc là, toi, tu es vraiment dans le ton du salon. Dans le ton parce du que tu festival. écris de la Fantasy, du médiéval fantastique. Ah oui, c'est vrai, c'est une sorte de fantasy. Oui, c'est ça. Ça se veut un petit peu plus réaliste, plus historiste. Voilà, on se trouve dans un univers réaliste qui pourrait être notre France du 13e, on va dire, du 13e au 14e, mais matiné de sorcellerie, de magie. 13e au 14e, donc tu es quand même encore dans la tradition, il n'y a pas de mousquet ou de... Non, il n'y a pas tout ça. C'est pas du... Comment on appelle ça? Du powder fantasy Non, tu sais, la fantasy avec des fusils... le steampunk. Tu penses à ça, toi, non, des fusils... Non, c'est de la powder fantasy. Non, arrête avec le punk. J'ai Cosmic Beast qui est à côté toujours, hein. Et on attend commandant Guigui qui devrait foutre la merde, comme d'habitude, mais bon. Alors, on revient à notre cher invité, Denis Christian Gérard. Et la carte du royaume de Rouge-Terre. J'ai le petit... Alors, je précise, j'ai pas lu. Je suis désolé, je vais pas faire comme je fais d'habitude. Les auditeurs sont habitués à ce que je fasse des déclarations d'amour aux auteurs. Je t'en ferai pas. Et bah, Parce tant que pis. je te connais pas, Tant et puis ça serait pas bien de faire semblant. Et là, on a plusieurs tomes et c'est toujours les chroniques. Voilà, en fait pour l'instant 5 romans, enfin ouais c'est ça, 5 romans sont sortis dans ce monde de Rouge-Terre. Ouais. Alors... il y a une carte. Il y a une carte, oui. L'idée c'était de ne pas entraîner le lecteur ou la lectrice dans un truc sans fin avec 10 volumes, une histoire qui n'en finit pas de se terminer. Un énorme world building, tu as quand même fait du world building. Ah oui, il y a du world building, oui, mais j'ai vraiment une histoire à chaque fois, une histoire avec un début, une fin. Donc le lecteur, à la limite, peut pénétrer dans mon univers par la porte qu'il souhaite et repartir sur les autres volumes après si ça lui plaît. Ah oui, d'accord, il y a quand même plusieurs tomes sur le roi des asservis. Voilà. J'ai rien que ça, c'est le roi des asservis, c'est un peu le Spartacus moderne. C'est ça. Pas moderne. Non, c'est pas moderne. Une inspiration entre la Kiki lorgne entre Robin des Bois et Spartacus, effectivement. D'accord. La dernière garde est aussi en 2 tomes. La dernière garde est en 2 tomes. D'accord. Elle se situe 100 ans après les événements du roi des asservis. Ah, il y a quand même une continuité, ah, oui, tout à fait, une tout cohérence du monde. Ah oui, je m'y applique. Ouais. Je regarde la carte, ça ressemble pas à la France. Non. C'est un monde totalement imaginaire. Et il y a beaucoup de montagnes, donc du coup ça t'a séparé les montagnes. Est-ce qu'il y a une influence du grand Tolkien dans ce que tu écris? Évidemment. Tolkien, je l'ai lu étant gamin, donc il y a déjà quelques décennies, et il a changé ma vie. Le Seigneur des Anneaux a littéralement changé ma vie. J'ai découvert la fantasy avec lui, donc il n'y a pas mieux, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Et j'ai un truc quand même, c'est que moi j'ai découvert la fantasy avec lui. Bilbo, j'ai eu la chance de lire Bilbo avant le Seigneur des Anneaux, ce qui est rarement le cas. Oui. Sauf que, du coup, après, j'ai plus voulu en lire parce qu'à chaque fois que je disais de la fantasy, c'était du copier-coller ou en tout cas trop fortement imprégné des tropes, des archétypes de Tolkien, le grand sorcier, l'initiateur, le petit peuple, oui. On retrouvait les orques. D'ailleurs, on change même pas les noms, ou à peine. Les trolls, tout ça. Ce qui fait que moi, ça m'a éloigné de la fantasy. Ah, je comprends bien. Mais c'est vrai qu'on a vu pendant longtemps des clones de l'univers de Tolkien. Bon, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y a eu quelques... Oui, mais c'est une erreur de ma part. C'est une connerie de ma part. Mais tu sais, quand on n'avait pas Internet, qu'on n'avait pas grand-chose, pas de gros magazines, et puis j'avais pas l'âge pour regarder ce genre de publications, pas la maturité pour aller diguer les choses, et du coup j'en suis resté là. Et c'est vrai que la science-fiction à l'époque, dans les années 80, c'était Fleuve Noir Anticipation, il y avait pléthore de choix sur les devantures de bouquinistes, et assez peu de fantaisie et de traduction, puisqu'il y avait beaucoup d'auteurs anglophones. Oui. C'est vrai que là, moi, ce que je salue avec toi, je prends
Parce que là, j'ai pas eu d'auteur vraiment typique de fantasy jusqu'à maintenant. T'es le seul que j'interviewe sur le salon et c'est ça qui est intéressant. Merci, commandant Guigui, d'avoir pointé ton stand. Merci à lui. En fait, ce que je trouve génial, c'est que maintenant, il y a un renouveau français avec Jaworski, Stéphane Plateau, toi, Oui. et plein d'autres. Et Et puis Pierre Pével qui a ouvert la voie aussi. Oui. Hein. Ça date de quand, Pierre Pével, déjà? Pierre Pével, lui, il a commencé, alors que je dise pas de bêtises, dans les années 2000, je crois, peut-être même un peu avant, parce que... C'est quand même une vingtaine d'années, Oui, c'est ça. mais avant, c'était chaud quand même, pour avoir la fantaisie française intéressante. Je demande à Cosmic... Pardon, il n'y en avait pas énormément, je pense juste... non, réellement en France, on n'en avait quasiment pas. Il y avait quelques bouquins qui sortaient en fleuve noir au milieu de pas mal de trucs de SF, où on a eu là, je vais te laisser continuer l'interview, je vais rechercher une seule série qui a commencé en fleuve noir dans fin des années milieu des années 80 et qui a été rééditée récemment. Je te laisse continuer. Tu fais la recherche, tu me diras le nom après. Et donc c'est intéressant. Toi, oui, toi t'es plus jeune, donc du coup t'as eu cette chance d'avoir... parce que l'imaginaire médiéval fantastique, il est très inspiré de l'Europe, et en particulier de l'Angleterre, de la France, entre autres. Il y a aussi l'Est qui fourmille de fantasy, c'est extraordinaire. La Pologne notamment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Oui. La Pologne, il y a tout ça. Et c'est vrai que tous ces mythes ont été repris par des Américains. Et les Français, elles se sont réappropriés un peu plus tard. Voilà, et ça, c'est bien. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a donné déjà Parce que tu en vis de ta plume ? Non, j'en vis pas, hélas, j'en vis pas. Il y a très peu d'élus qui en vivent. Hein. Il faut vraiment vendre des milliers de bouquins pour se dégager un salaire décent, on va dire. Donc non, j'ai mon travail à côté. Et qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer ? Depuis toujours, en fait, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Oui, c'est en toi. C'est en moi. Déjà même avec mes jouets, avec mes copains quand on était gamins. Tu te racontais à toi-même des histoires. Je leur racontais des histoires. Et à eux aussi ? Oui, je les entraînais dans un univers. Ils disaient pas, tu nous fais chier avec tes... Ah non, au contraire, ils étaient ravis. Je me souviens même d'un ami qui me disait, c'est génial, avec toi on voyage, tu t'inventes toujours des histoires qui nous emmènent dans des contrées incroyables. Et ça, c'est un conseil que tu peux donner aux futurs jeunes auteurs ou en tout cas les gens imaginatifs. Passez le pas, racontez à vos amis vos histoires. Oui, tout à fait. N'ayez pas honte, ne gardez pas ça en vous, et vous serez très surpris, comme toi tu en as fait l'expérience, de découvrir que être raconteur d'histoire, c'est une qualité qui enrichit l'amitié. Oui, tout à fait, c'est un bonheur, ouais. C'est un moment de partage. Oh, tu me donnes des frissons, j'aurais dû le faire. C'est en douille. Et pour poursuivre en fait l'histoire, donc bien sûr j'ai commencé à écrire quelques nouvelles ici et là, donc au lycée ça circulait, tu sais, sur les tables. Des fanzines ou... Non, des nouvelles. Je les gravais pas sur les tables des... Non, je les écrivais à la main, c'est avec ma petite plume, et je les faisais circuler, c'est pendant les cours de philo en terminale, et puis pendant que la prof faisait son cours, les copains lisaient mes histoires. Donc, ça c'est unique. Hein. Là tu viens de me faire deux trucs uniques que j'avais jamais entendus. Le gars qui raconte ses histoires à ses amis et le gars qui écrit des histoires en cours de philo qui les fait lire aux copains. C'est comme un fanzine, quoi. Non, c'était pas un fanzine, c'était toujours des histoires différentes à chaque fois, qui tenaient sur des feuilles tu vois, des feuilles A4 de classeurs. Concis, et tu avais une chute et tout. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ah, génial, c'est génial. Et puis un peu plus tard est venue l'aventure du jeu de rôle. Ah. Alors là, j'ai cessé d'écrire parce que du coup, j'avais... T'étais pas maître de jeu ? Ah si, je ne pouvais être que maître de jeu. Et du coup, tu écrivais ? Ah non, et du coup, j'ai cessé d'écrire. Ah, d'écrire des histoires, mais t'écrivais... J'écrivais bien évidemment les scénarios. Voilà. Mais ce qui au final... C'est pas la même chose. Ah oui, non, mais quand même. C'est pas la même chose. Ça fait partie du truc. Hein. Mais ça fait partie du truc. Le monsieur qui a toussé, il a fait... Non, c'est pas grave. Et donc les queues de renard passent. Et donc le rôliste classique, quoi, en fait, hein, le parcours classique de l'écrivain de fantasy. Hein. Alors plus exactement le maître de jeu, parce que j'avais des gens qui jouent, parce que moi en tant que joueur, alors
je m'ennuie rapidement parce que vivre l'histoire ne me suffit pas. Il faut que je la maîtrise, il faut que je la partage, il faut que je la fasse vivre. Et donc j'étais avant tout maître de jeu. T'as le complexe du tout-puissant. Du dominateur, c'est ça? Pas le dominateur, non, du créateur d'univers, le tout-puissant quelque part. Peut-être. Ouais, effectivement, c'est peut-être un complexe, comme tu dis, va savoir. Non, t'auras pas le micro, Cosmic. La question que je voulais poser, justement, vu que tu as été maître de jeu et rôliste, c'est que toi, en tant qu'écrivain, tu serais un écrivain architecte ou jardinier? Architecte ou jardinier? Alors, il faut être les deux, obligatoirement. Tu es forcément architecte parce que, dans mon cas, tu construis l'univers, tu construis son histoire, sa politique, ses religions, les créatures qui le peuplent. Et puis à côté de ça, une fois qu'il est, t'as les bases, il faut l'entretenir. Donc effectivement, c'est ce que je fais au fil de mes romans. À chaque fois, j'ajoute un élément, je le cultive. Mais alors, quand tu veux dire jardinier, moi j'ai pas du mal comprendre. J'ai du mal comprendre la... C'est quoi la différence? Ouais, la question que je me pose, tel le jardinier, c'est-à-dire que tu vas poser ton personnage. Oui. Est-ce que, comme beaucoup d'écrivains, tu vas te retrouver, tu sais exactement, quand tu commences ton livre, le personnage, tu sais exactement où il va aller. Et parfois, certains écrivains disent, en fonction de mon écriture, mon personnage va changer. Et j'ai parfois l'impression que c'est le personnage qui décide lui-même de sa destinée. Oui, ça, c'est effectivement beaucoup d'auteurs le disent. Une fois qu'on a commencé, alors forcément quand on commence l'histoire, on a le début, on sait où va aller le personnage, on sait comment ça va se finir, et puis quelquefois on est surpris parce que l'histoire nous emmène, surtout dans le jeu de rôle, pour tu façonnes tes scénarios, mais tu es surpris par tes joueurs. Exactement. Là, du coup, par un jet de dés qui change la donne, par une décision d'un joueur totalement inattendue, par un succès inattendu ou un échec inattendu, et ça change toute la donne. Donc là, tu as commencé après le lycée le jeu de rôle ou t'étais en... Alors c'était après le lycée, ouais. D'accord. Pendant, assez tardivement finalement. Oui, assez tardivement. Et puis j'ai fait ça pendant des années. Jusqu'à ce que la bande de copains, le boulot, la vie, la famille, les vaches, c'est ça. Ouais. Donc je me suis retrouvé, je dirais pas tout seul, mais voilà, avec mes petites histoires. Et je me dis allez, je commence à noircir les pages. Puis c'est venu tout seul. Et au niveau de l'édition, donc là c'est direct chez chez Encre Rouge. Chez Encre Rouge, T'as commencé chez Encre Rouge ? J'ai commencé, chez Encre Rouge, ouais. D'accord. Donc t'as commencé chez Encre Rouge, qui est une édition de quelle Alors c'est une petite maison d'édition qui micro, actuellement, micro, qui est en Corse actuellement. Oui, mais basé en Corse. C'est ça, apparemment, ils ont des velléités de revenir vers le... Tu les as rencontrés ? Non, j'ai pas eu cette occasion. L'éloignement étant fait que... Puis les festivals, ils font pas les festivals, c'est les auteurs qui les font. Voilà, puis moi je tourne dans la région. Oui, c'est vrai. C'est pas facile d'aller dans un salon qui se situe à l'autre bout de la France. Oui, parce que n'oubliez pas, on ne l'a pas évoqué, ou brièvement, mais c'est les frais. Il faut se déplacer, se loger, se nourrir en général, on peut se démerder. On mange pas forcément bien, mais... on a des tickets, vous avez des tickets de repas, mais bon... mais pas dans tous les salons. Pas dans tous les salons. Et tu fais beaucoup de salons par an ? Ah oui, j'en fais plus de... Allez, je dirais une quinzaine par an. Oui, parce que c'est là que tu vends, en fait, tes livres. C'est comme ça, il faut que je me fasse connaître, il faut que... Parce que ton éditeur, il a pas de diffuseur. Non, il a pas les moyens de faire de publicité. Mais il t'aide pour la correction, pour ces choses-là ? Oui, tout à fait. Il travaille avec une correctrice. Et il y a tout un travail de relecture du texte, bien évidemment. Ouais. Mais quand ils te disent un truc, comme c'est des Corses, t'hésites à les contredire. C'est ça. D'accord. On les salue. Je change. On les salue et on aime la Corse. Bien évidemment. C'est magnifique. Et alors, Cosmic a une bêtise à dire. Non, je fais un jingle. Alors, j'ai une question. Du coup, puisque ton éditeur, c'est toi qui vas vendre les livres. Donc là, les livres qui sont sur la table, c'est ton stock qui a été mis à disposition par l'éditeur. Alors non, parce que mon éditeur travaille avec Hachette. Voilà, il est distribué par Hachette, ce qui fait que mes romans peuvent être commandés par n'importe quelle librairie, peuvent être mis en rayon par la librairie. Pour moi, ça peut m'intéresser. Voilà, donc effectivement, là, c'est la librairie Isler qui est sur le festival, qui a commandé les livres, qui les amène au festival.
Voilà, parce que du coup, vu ce que tu disais, je me suis dit, bah mince, dans ce cas-là, tu es arrivé avec ta voiture, des caisses dans ton coffre, et puis quand tu vas repartir, tu envoies. Donc non, c'est un des libraires qui est présent sur le salon, qui t'a donné, fourni le stock, etc. Et donc du coup, ça va repartir chez l'éditeur ou ça va retransiter par... Alors voilà, avec un peu de chance, je vends tout. Et puis sinon, soit le libraire les garde pour les mettre en rayon, soit il peut envoyer une partie à l'éditeur, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est vrai que oui, il y a des. On n'a pas posé la question. Il y a des gens qui viennent avec leur stock. Alors, ça m'arrive aussi sur les tout petits salons où aucun libraire ne participe. Là, je viens avec mes stocks. Il n'y a pas toujours un libraire, c'est sûr. C'est ça. Et ça fait beaucoup de salons, ça fait beaucoup de week-ends. Ça fait beaucoup de week-ends. Il faut être passionné. Et alors, comme ta routine d'écriture, t'en as une ? Tu te lèves le matin à 4 heures, tu fais 3000 signes Alors, non, j'ai pas vraiment de routine. Il y a la vie de famille, il y a le boulot à côté. Donc, c'est vraiment quand je peux. Si j'ai une journée de boulot harassante, je ne me mettrai pas devant mon ordi. Si la journée s'est bien passée, que j'ai encore de la pêche, que j'ai envie, j'ai tout le temps envie de m'y mettre. Ça va dépendre finalement de ma forme, les week-ends. Surtout la nuit, une fois que la famille est endormie. C'est mieux pour se concentrer. C'est calme. Oui, mais des fois, c'est là que l'inspiration ne vient pas. Alors... Non, toi, j'avoue que j'ai pas encore eu ce souci-là. Le syndrome de la page blanche, j'ai pas encore. T'en as fait 5 ? Il y en a 5 qui sont édités. Alors en réalité, il y en a un en 2 avant. Enfin, il y a Le Roi des Asservis, une aventure en 2 tomes. La Dernière Garde, une aventure en 2 tomes. Et La Voleuse à l'œil mort, qui est un one-shot. Et puis un petit dernier qui est attendu début de l'année prochaine. On va rentrer un peu dans le récit. Donc ça se situe dans une pseudo-France on va dire ça. Parallèle. Enfin, en tout cas, on retrouve un peu des noms français. Oui, tout à fait. Voilà. Déjà Rouge Terre. Oui, Rouge Terre, oui, c'est vrai. Oui, mais ça pourrait être des associations de noms comme dans Tolkien, où effectivement, Pied Velu, ce genre de choses, ça pourrait paraître effectivement, mais c'est quand même un monde complètement différent. Oui. Et là, tes protagonistes sont des gens simples, ou ça va dans quelle strate de la population ? Alors ça dépend de l'histoire, puisque par exemple dans La Dernière Garde, là on suit l'aventure d'un ancien capitaine qui était le capitaine de la garde du roi de Rouge-Terre. D'accord. Un héros déchu qui revient sur le devant de la scène. Dans Le Roi des Asservis, là on s'attache à un esclave qui brise ses chaînes et qui s'enfuit. Ah oui, quand je disais Spartacus, je suis tombé juste. Tout à fait, Spartacus Robin des Bois. Donc qui s'enfuit et puis qui, malgré lui, parce que Valère est un héros malgré lui, se retrouve à la tête d'une rébellion d'esclaves dans la forêt de Profonde, la grande forêt du royaume de Rouge-Terre. Et alors, il y a une grande question qui se pose, c'est comment toi, en tant qu'homme, tu écris les personnages féminins ? Alors, je veux pas me vanter, mais j'ai eu beaucoup de compliments de la part de lectrices féminines. Parce que par exemple, sur le dernier, La Voleuse à l'œil mort, qui nous présente une voleuse avec un caractère. Elle s'appelle, alors elle a 2 noms. Elle s'appelle Akamas, c'est son nom de voleuse. D'accord. Et son vrai nom, c'est Siléa. D'accord, Siléa. Elle est déjà présente dans la garde en tant que personnage secondaire. Et je me suis tellement attaché à ce personnage, c'était pas prévu à la base, que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas la laisser là. L'histoire se terminait, et il faut que je lui consacre une histoire à part entière. Mais tu t'es fait relire par, je sais pas, une amie ou une compagne Mon épouse, oui, ma première lectrice. D'accord. Et puis j'ai aussi quelques bêta-lecteurs, aussi bien femmes que hommes. La bêta-lecture. Donc tu as une communauté où tu payes des gens ? Non, ce sont vraiment des amis qui prennent plaisir à... En fait, tu continues à raconter tes histoires. Oui, exactement. Exactement. Et alors, maintenant, le futur ? Alors, le futur... Est-ce que tu restes dans la fantasy ? Tu restes dans ce monde ? Alors, pour l'instant, oui, c'est ce qui me motive le plus. D'accord. Je me suis essayé au roman historique il y a longtemps, parmi mes premiers écrits, donc c'est ce que j'ai dans les tiroirs. Donc, je suis en train de le reprendre, justement ce roman historique pour en faire quelque chose que je pourrais proposer aux éditeurs. Les projets, c'est un nouveau roman, une nouvelle chronique de Rouge-Terre qui sort aussi début d'année prochaine, toujours chez le même éditeur. Je travaille actuellement aussi sur un roman qui se passe à l'époque arthurienne. D'accord. Donc j'ai plein de projets en même temps. Alors l'époque arthurienne, c'est vrai que c'est 4-5e siècle ? Oui, c'est ça, c'est 500-600 quoi. En fonction des légendes. C'est ça. Ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Et mais puis, version, est-ce que tu mets de l'humour à la Kaamelott ou non. Tu es quand même quelqu'un de sérieux ?
On va dire ça. Ouais, voilà. On va dire ça. Non, ce sera pas La Kaamelott. gaudriole. Non. Non. Et puis enfin, alors. Ah oui, donc Ouais. troisième projet, allez hop là. Ouais. Alors j'ai la chance d'avoir un ami qui me fait les superbes couvertures des Oui, chroniques de sont Rouge-Terre, magnifiques. Monsieur David Bull. Qu'on a interviewé, dont l'interview va passer juste avant toi. Et bah Ça va être super, un triptyque du génial. linéaire des tranches grandes. Donc il y aura Commandant Guigui, David Bull et toi. Formidable. Assisté par son compère Jimmy Rogon qui fait les couleurs. Et donc avec ce monsieur que j'ai eu une chance folle de le rencontrer, on s'est lié très vite d'amitié. Et quand j'ai été édité, je voulais lui pour mes couvertures, c'était obligatoire. Ouais. Il s'est prêté au jeu, il est fan de l'univers et puis Ouais. voilà, il me fait c'est lui le visage de Rouge-Terre en fait, c'est vraiment lui. D'accord. Et donc je travaille avec lui sur un roman de fantasy, donc construisons l'aventure à deux, l'histoire à deux. D'accord. Et je la rédige. Et lui va le but c'est de pondre un roman graphique. Ah, donc voilà, lui va égayer les pages de ses magnifiques dessins. Donc oui, alors roman graphique, souvent on se représente ça comme une BD de grosse ampleur, avec beaucoup de pages, avec plus de 200 pages. Ouais, plus de 100 pages. Hein. Ouais. Non. Ou de la BD de Bobo. Merci, c'est gentil, j'en ai plein. Alors, non, j'adore, c'est comme les séries, ça développe des trucs à long terme et j'aime. Non, mais là, ce serait du texte avec des illustrations. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai eu d'ailleurs, ma première lecture du Seigneur des Anneaux, c'était une intégrale avec beaucoup d'illustrations, c'était top. Et puis dans les, il y a ça, puis également dans les anciennes versions des Trois Mousquetaires, de Dumas, d'Ivanhoé, de Walter Scott, on avait de magnifiques illustrations pleine page C'est vrai. qu'on découvrait au détour d'une page ou d'un Des fois, je me chapitre. demande même si Gustave Doré, il n'a pas travaillé sur ce genre de bouquin. C'est possible. C'est possible, il y a des chances. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as retrouvé Cosmique ? Alors, le livre dont je vous parlais au début, c'est de Michel Pagel et en fait c'était Les Flammes de la nuit. Donc ça a commencé à être publié dans les années 80 au Fleuve Noir et il se trouve qu'il y a une intégrale qui vient de ressortir au Mouton électrique, donc de 615 pages. Et qui est, on va dire que c'est pas tout à fait le début de la fantasy française, parce que certains vont peut-être la mettre avant, la mettre après, mais véritablement la fantasy française, Michel Pagel, c'est une réécriture du conte, etc. Donc ça a été republié, c'est pas très 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 cher, chez Les Moutons électriques à 615 pages, je crois. En plus, le bouquin est très joli, plutôt relié, bien dur. Il est chez J'ai lu aussi. Il est chez J'ai lu, mais c'était l'ancienne intégrale qui est indisponible et qui datait d'il y a 20 ans. Là, Les Moutons électriques, et puis en plus, la couverture, c'est probablement Ascaride. C'est Melchior Ascaride, voilà, tout à fait. Je rends le micro. Donc Melchior Ascaride aussi, qui est un très grand illustrateur et grand éditeur adorable, et qui sera à Bordeaux très bientôt aux Hypermondes. Ben merci. Merci à vous C'est deux. cool. Merci, c'était super cool. C'est ça qui est bien dans les festivals, parce que les choses arrivent. Et c'est toujours magique. Je partage. Voilà. Et ben, hop, on coupe mon grand. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road
came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. I bid you all a very fond farewell.